te propose de Ouais, lancer ce webinaire. ouais, tout à fait, merci. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'était de lier l'humain et l'accompagnement au numérique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je travaille pour la Fédération des centres sociaux de Bretagne, qui est une fédération associative qui réunit à peu près un peu plus de 75 adhérents sur toute la région Bretagne. Et en fait, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, ça va être notre troisième année, on est porteur d'un projet coopératif auquel d'ailleurs se participe Rennes Métropole, qui s'appelle le projet du Hub Bretagne pour un numérique inclusif. L'idée est assez simple, en fait, c'est de se dire que on travaille un peu les uns les autres de notre côté sur ces sujets-là, qu'il y a besoin de coopérer et de faire des liens et de mutualiser. Et donc l'idée du projet du Hub, c'était bien cette idée-là, de se dire de faire coopérer des collectivités territoriales, l'État, la région et des structures associatives pour pouvoir avancer ensemble, mutualiser et faire en sorte qu'on soit plus efficace et plus efficient sur les territoires. Voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, qu'il y a une micro-intervention, je- le sujet sur lequel moi je trouvais important de pouvoir ouvrir, c'était le sujet de bien rappeler que la numérisation de notre société, la dématérialisation de notre société, elle est devenue un fait total depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire que on n'échappe pas dans notre quotidien à la numérisation de la société, que ce soit pour les loisirs, pour l'accès aux démarches administratives, pour l'accompagnement de ses enfants à l'école, au collège, au lycée quand on en a. Voilà, ça représente à peu près une bonne majorité des actes du quotidien. Pour autant, donc on peut appeler ça un fait total, en fait, hein, le fait numérique. Pour autant, aujourd'hui, on a une bonne partie de la population, donc les dernières statistiques laissent paraître que c'est plus de 30% de la population, qui se sent concernée de près ou de loin par une certaine forme d'exclusion, ou en tout cas une non-maîtrise de certaines compétences liées au numérique. Si on reprend ces chiffres à l'échelle de la région Bretagne, alors je vais redescendre jusqu'à l'échelle de Rennes Métropole. En région Bretagne, aujourd'hui, on considère que c'est plus de 900 000 personnes qui sont potentiellement éloignées de certains usages du numérique. Et si on redescend jusqu'à l'échelle de Rennes Métropole, c'est un peu plus de 90 000 personnes. Ça, je vous enverrai le lien vers le diagnostic. Vous comprendrez plus en détail et vous pourrez voir plus en détail les différents éléments. Une fois qu'on a dit ça, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est primordial pour pouvoir accompagner ces personnes, c'est l'être humain. C'est-à-dire que malheureusement, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, ne remplace pas l'être humain sur de l'accompagnement aux démarches administratives, par exemple, ou sur acquérir les compétences pour savoir créer une boîte mail, savoir créer un CV, savoir, voilà, elle peut à un moment ou un autre être un appui, mais on voit bien aujourd'hui que l'accompagnement humain doit et restera central, a priori, dans cette transition numérique du quotidien. Et donc, c'est l'essence même du travail que fait Pierrot, puisque Pierrot est parmi nous, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on appelle la médiation numérique. Et la médiation numérique, elle existe en fait depuis qu'Internet existe. C'est-à-dire que la médiation numérique, on parle de médiation culturelle, de médiation sociale, mais il y a aussi ce qu'on appelle la médiation numérique. Et la médiation numérique, en fait, ça désigne la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les usages et les technologies numériques qui nous entourent, de comprendre leurs enjeux, de comprendre la diversité des usages. Et c'est aussi l'idée derrière de pouvoir accompagner le développement de la culture numérique de toutes les personnes pour qu'elles puissent avoir un certain pouvoir d'agir dans une société numérique aujourd'hui, qui est un fait total comme on le considère tout à l'heure. Donc, en soi, la médiation numérique, en fait, c'est un accompagnement qualifié de proximité qui est fait par des individus, et donc Pierrot en fait partie. Donc, accompagnement d'habitants, d'associations, de demandeurs d'emploi, d'entreprises, d'élèves, dans une logique de formation
et de monter en compétence sur les usages du numérique. Voilà, donc ça c'est une petite définition de ce que c'est que la médiation numérique. C'est un métier qui existe depuis qu'Internet existe, donc depuis les années, on va dire, 2000, 90-2000, depuis qu'Internet existe, la médiation numérique existe. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir combien il y a de médiateurs numériques parce que ce sont des métiers un peu précaires, un peu en tension. Sur Rennes Métropole, alors je donne, Arnaud peut-être pourra donner quelques chiffres tout à l'heure, même si c'est compliqué d'avoir une vision exhaustive. Nous, à l'échelle de la région Bretagne, on peut estimer qu'il y a aux alentours de 300 professionnels de la médiation numérique, qu'on appellera médiateur numérique, animateur numérique, conseiller numérique. Vous entendrez souvent ces termes-là, qui sont vraiment des métiers axés sur cet axe-là d'accompagnement des transitions. Voilà. Pierrot, j'ai bien défini ton métier ou... Ouais, je trouve ça très très bien comme introduction. Merci Antoine. Ok, ben, très bien. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, 10 minutes, mais est-ce que je donne la parole à quelqu'un d'autre, peut-être à Arnaud ou à Pierrot, je ne sais pas, ou est-ce que je continue, comme vous voulez. Bah, Pierrot, tu peux peut-être enchaîner. Moi, je reprendrai la suite derrière, puisqu'on Ouais, a. je veux bien. Merci. Antoine nous parlait de 30% de la population qui se sent en situation d'exclusion numérique. En fait, ça ne veut pas dire que 30% de la population ne sait pas envoyer un mail. Et c'est ça qui est très dur aussi quand on s'intéresse à diagnostiquer le besoin voilà, des citoyens, des publics. C'est que on peut être en situation d'exclusion sur certains types d'usages et pas sur d'autres. Et voilà, il y a vraiment une diversité de projets à mener et de propositions à formuler au final. Moi, ce qui me semble important, en tout cas de l'expérience que j'ai pu vivre, c'est de comprendre que en tant que professionnel qui accompagne des publics, il est nécessaire de ne pas vouloir enseigner ce qu'on sait. Voilà. Moi, les usages que j'ai développés, les pratiques que je mets en œuvre au quotidien, si je veux les enseigner à quelqu'un d'autre, bah souvent ça ne marche pas parce que chaque personne va développer des pratiques qui lui sont propres et va suivre un parcours, j'appelle ça un parcours d'appropriation qui lui est propre. Ça va aller plus ou moins vite pour certaines personnes. Les personnes ne vont pas forcément faire des choix qui sont les mêmes. Et donc, pour compléter la définition d'Antoine, je rajouterais aussi que mon métier, ça consiste aussi à transmettre une culture numérique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de développer des compétences opérationnelles pour maîtriser tel ou tel logiciel, tel ou tel service en ligne, mais avoir une connaissance de ce qu'est notre société numérique aujourd'hui, des différents choix qui s'offrent à nous, et d'accompagner les personnes pour qu'elles fassent elles-mêmes leurs propres choix. Et voilà, ce choix lui est propre, évidemment. Donc, on n'interdit pas d'utiliser un service des GAFAM, comme on n'oblige pas à utiliser des logiciels libres, mais on apprend aux personnes que différentes solutions existent, ont différents enjeux, portent différentes valeurs, et en fonction de vos envies, voilà, vous allez pouvoir développer telle ou telle chose. Que puis-je dire de plus? Moi, je travaille sur la licence professionnelle usétique à Rennes 2, où on voit dans les structures qui accueillent. Alors, c'est une formation en alternance, donc on a des étudiants qui sont en structure pendant toute l'année. Et les activités de médiation numérique se retrouvent dans des structures d'accompagnement social ou alors des structures de formation, ou alors dans des structures qui font de l'animation, de la création artistique, des collectivités qui accompagnent sur les démarches administratives. En fait, tout ça pour dire que c'est très varié et le contexte et la structure dans laquelle les professionnels vont opérer va définir l'activité qu'ils vont mettre en place. Donc voilà, une diversité d'activités parce qu'il y a une diversité d'usages, mais il y a aussi beaucoup d'endroits dans lesquels ces métiers vont pouvoir s'implanter et qui vont donner lieu à des activités diverses. Voilà ce que je peux rajouter. Je voulais peut-être remettre une couche sur, excuse-moi Arnaud, je prends la parole, sur cette transition numérique qui en fait, vous l'avez rappelé quoi, tous les deux, hein, Antoine, tu as dit que c'était un fait total.
et Pierre-André, en plus polymorphe, quoi, qui peut vraiment avoir différents types de manifestations et en plus dans le temps. Donc effectivement, toutes les activités humaines ont tendance, la grande majorité ont tendance à se numériser. Ça touche la vie quotidienne, ça touche la vie professionnelle, ça touche vraiment tous les pendants des activités humaines. Et en fait, on n'a pas trop le choix que de suivre, et de suivre à un rythme qui est important. Donc effectivement, il y a des pans qui pourront être plus ou moins bien abordés selon les personnes, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être à la page, et puis les choses évoluent à un tel rythme que effectivement, ça devient potentiellement difficile de se mettre à jour en permanence, et un nouveau paradigme peut apparaître et qui laisse sur le côté de la route pas mal de personnes. Donc ça crée effectivement un certain nombre de problèmes à la fois dans la vie quotidienne. L'État aussi se numérise, donc toutes les démarches administratives passent à la digitalisation. Alors ça s'est beaucoup simplifié depuis ces dernières années, néanmoins il reste encore des gaps à franchir, et c'est le cas également dans les entreprises où effectivement ce mouvement de transition numérique, il a été largement entamé, il est largement en cours. Selon les entreprises, on va avoir effectivement plus ou moins de difficultés selon les gens, plus ou moins d'équipement aussi, plus ou moins d'accompagnement en interne de l'entreprise pour permettre à l'ensemble des personnels de suivre la mise en place d'un nouvel outil, la digitalisation d'un processus, un changement dans la communication. Et en fait, ça fait des gens, ça fait des personnes qui, à un moment donné, se sentent d'une part en difficulté dans leurs tâches quotidiennes, dans leur mission, et ça fait des personnes qui se font en délicatesse aussi, parce qu'ils ne comprennent pas en vérité, ils ne comprennent pas où on va, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Et en fait, ça fait des organisations qui sont en difficulté pour accomplir au mieux leur mission. Donc, c'est à la fois cette notion d'accompagnement à la transition numérique, c'est à la fois un sujet d'inclusion pour permettre à chacun, finalement, d'utiliser, à chacune d'utiliser au mieux les outils du numérique. C'est aussi un enjeu de performance au quotidien pour que, au sein des organisations, au sein des structures, ça se passe au mieux des possibilités de chacun. Donc moi, je peux enchaîner, si vous voulez, sur la notion des dispositifs aussi qui sont mis en place à Rennes Métropole, notamment, ce que je connais le mieux. Donc on a, comme tu le disais, Antoine, une équipe de conseillers numériques donc, qui ont affaire à des publics très variés. Donc ils interviennent, par exemple, dans les espaces sociaux communs. Donc les espaces sociaux communs, ce sont des espaces tripartites qui sont pilotés par le CCAS, le conseil départemental, et l'association rennaise des centres sociaux. Et là, on a vraiment des gens qui sont principalement dans la démarche administrative. C'est les conseillers numériques qui interviennent à ce niveau-là, interviennent à 80, voire 90% même. C'est en augmentation constante pour démêler les problématiques de démarche administrative des citoyens. On a aussi une équipe, et ça c'est l'équipe que j'anime, qui intervient pour les citoyens dans les communes, donc beaucoup plus petites de Rennes Métropole. On a 5 conseillers numériques qui interviennent, et là on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, des profils beaucoup plus vastes. On a des gens qui peuvent avoir besoin tout simplement de connaître comment je classe mes photos sur mon smartphone, ou des choses, comment je peux aussi protéger mes données. On est vraiment sur ce que tu disais, Pierre-André, tout à l'heure, l'aspect culture numérique et acculturation au numérique. On retrouve aussi sur le dispositif, on a 2 conseillers numériques dans les médiathèques de la ville de Rennes. Et c'est pareil, on a ces profils-là qui sont quand même très différents. Et on a une spécificité à Rennes Métropole, c'est donc on a la direction générale a choisi d'accompagner les agents numériquement, tous les agents de la ville. Puis c'est parti d'un constat suite au confinement. C'est-à-dire qu'on avait la moitié des agents, donc il y a 6400 agents à Rennes Métropole. On en avait 2900 qui n'avaient, donc c'est les agents de terrain principalement,
pas de boîte mail professionnelle et pas d'accès à l'intranet. Alors, il faut savoir qu'évidemment, à la métropole, une énorme somme d'informations transite via l'intranet. Et donc, ces gens-là étaient coupés des infos essentielles qu'on pouvait diffuser par ce biais. Et puis, on a aussi souhaité donc ce qu'on a défini comme l'identité numérique, hein, c'est-à-dire cette boîte mail pro et l'accès à l'intranet. Après, ce constat, c'était qu'il y avait des agents qui étaient quand même très isolés, des agents de terrain qui étaient très isolés, notamment forcément en période de confinement, et puis des agents demandeurs aussi, hein, qui se sentaient bien, qui passaient à côté d'infos importantes et qui avaient besoin de développer ces connaissances numériques. Après, je ne vais pas en parler trop longtemps, je reviendrai peut-être dessus, mais les objectifs, ils étaient de deux ordres, hein. Il y avait donc d'abord de fournir cette identité numérique à tous les agents, avec un login et un mot de passe, avec des accès aussi, donc ce que je disais, au service numérique socle. Et puis, là, le deuxième axe, c'était la montée en compétences numériques de tous les agents. Et on s'est appuyé pour ça sur une cartographie qui a été faite avec Pix. Et puis, il y a 3 conseillers numériques qui ont donc été, en 2021, associés à ce projet. Parce que l'idée, c'était quand même, justement, pour ramener de l'humain. On voit bien que si on arrive et qu'on délivre une identité numérique sans associer en fait, les agents et sans connaître leurs besoins, ça ne fonctionne pas. On est sur d'ailleurs un premier bilan qu'on est en train de tirer là, qui est assez mitigé, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que les agents, et quand les services n'étaient pas prêts en fait, à avoir cet accompagnement numérique parce qu'ils n'avaient pas perçu le bien fondé de cette démarche et ils ne voyaient pas la plus-value qu'ils allaient pouvoir en tirer. Eh ben, il se trouve que la démarche n'a pas été suivie. Et on se retrouve, donc en gros, là, on est, pour redonner un petit chiffre, on se retrouve à peu près, on a 1900 identités déployées sur les 2900 identifiés au départ. Et donc, on a plus de la moitié donc, des boîtes mail pro qui ont été attribuées qui ne sont jamais utilisées. Et ça montre bien que le fait d'aller donner l'identité numérique, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir un besoin d'utiliser cela pour des notions de travail quotidien. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, concrètement, dans ma vie au quotidien? Est-ce que ça m'aide dans mes démarches professionnelles pour, je ne sais pas, poser mes congés, pour avoir un accès à l'intranet? Il faut vraiment qu'il y ait un besoin identifié, sinon la volonté d'uniformiser, je dirais, ça ne fonctionne pas. Je vous redonne la parole, monsieur. Ouais, non, vas-y, Pierre. J'ai envie de rebondir là-dessus, c'est intéressant. Comment on amorce un parcours d'appropriation des technologies numériques? Je ne me suis pas vraiment posé la question pour une équipe de professionnels, mais je peux, dans l'expérience que j'ai vécue, témoigner que les parcours s'amorcent avec une acceptation, en tout cas une motivation qui est propre à chaque personne. Et dans les projets vertueux que j'ai pu voir autour de moi et certains que j'ai pu mener moi-même, je suis convaincu qu'il y a besoin de passer par une thématique qui intéresse les personnes. Et j'ai déjà vu passer des personnes qui se sentaient obligées de se mettre à utiliser Internet parce qu'il y avait une pression sociale qui les poussait à le faire. Très peu ont réussi dans ce cadre-là. Par contre, quand on leur disait qu'on allait faire un projet autour des recettes de cuisine ou autour de la photo ou autour de sujets de la vie quotidienne qui intéressent les gens, eh bien là, par le biais de ces leviers, on peut dire, on arrive à toucher la motivation des personnes et à les emmener sur un parcours où, évidemment, on va prendre une photo, on va la stocker, on va la ranger dans un dossier, et là, c'est le début, en fait, et on va l'envoyer par Internet, et en fait, par ce biais-là, par un centre d'intérêt, on va pouvoir développer des usages numériques, alors que quand les personnes se sentent contraintes, elles sont plutôt dans une démarche de refuser par principe, avant même de se poser la question de l'utilité. Et voilà. Après, quand on s'adresse à un groupe de professionnels, je ne sais pas
l'expérience du Covid a quand même montré que pour des professions comme les enseignants, les professeurs des écoles, eh bien, beaucoup ont passé le cap en étant contraints. Le confinement et la continuité pédagogique les a obligés voilà, à utiliser Internet pour rester en lien avec leurs élèves. Et un bon nombre ont gardé l'usage de certaines dynamiques de liens avec les familles, d'exercices pour les élèves sur Internet. Donc voilà, ça peut marcher sous la contrainte, on va dire, quand elle est subie et qu'il n'y a pas d'autre choix. Je ne sais pas si on en est exactement là aujourd'hui dans la société numérique ou s'il y a encore des possibilités pour des personnes déconnectées de pouvoir continuer à vivre normalement. Une grande question. Je plus sois hein, le côté, le besoin et l'intérêt, puisque finalement, on peut aborder avec certaines personnes le même usage, voilà, faire des visios ou faire des WhatsApp, et le présenter d'une façon ou d'une autre, s'il s'agit de faire des WhatsApp avec ses petits-enfants, par exemple, pour prendre un stéréotype, étonnamment, ça marche beaucoup mieux que dans un autre cas d'usage, parce que finalement, il y a un vrai besoin derrière, donc une implication, donc une écoute au moment où on montre comment ça marche pour la première fois, et naturellement, le canal d'information, il a toutes les vertus positives, il est actif, il y a un intérêt, il y a de l'émotionnel, et donc forcément, ça introduit une réceptivité dans l'apprentissage qui fait que c'est quelque chose de très efficace en termes de passage d'information. C'est un sujet que je voulais aborder en fait pour témoigner d'un retour d'expérience où on a mis en place finalement voilà un dispositif de médiation au sein d'une organisation. Alors c'est une organisation du médico-social qui fait sa mission d'accompagner tous les jours au quotidien des personnes voilà, qui ont des besoins d'assistance médicale, d'assistance sociale, et notamment, ça passe aussi par le digital, par une maîtrise des outils digitaux, puisque quand on va visiter quelqu'un qui a besoin de faire des démarches en ligne pour la mutuelle, pour la santé, naturellement, ça se passe en ligne, donc il faut aider. Et les personnels dans ces organisations-là, ils sont un peu en difficulté parce qu'ils ne sont pas formés. Il y a une diversité d'outils, de terminaux qui n'est pas forcément facile à aborder chez les gens, avec évidemment des outils plus ou moins à jour, avec des choses plus ou moins faciles à aborder. Donc ça, c'est une première chose. Les gens dans les organisations sont un petit peu perdus. Et puis, les outils n'ayant pas forcément cette culture numérique dans l'organisation, les outils sont potentiellement un peu obsolètes. Les formations ne sont pas forcément suivies, les gens ne sont pas forcément réceptifs, et ça crée des freins, ça crée des peurs aussi, ça crée des peurs de mal faire, ça crée des peurs de se tromper. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai discuté avec les professionnels, et beaucoup de gens qui ne font pas parce qu'ils ont peur, en vérité, de créer un problème, de créer un accident, et c'est un vrai frein à la mise en place ou en tout cas au partage des compétences numériques. Donc nous, on a essayé d'apporter une réponse au travers à ces difficultés. Donc on a organisé des ateliers de médiation, de vulgarisation, finalement, en mettant à côté de ces personnes, donc on est sur des gens qui ont entre 30 et 60 ans, quoi. C'est à l'image d'une organisation classique. On a organisé des ateliers en mettant en face des étudiants pour faire avec, pour partager, pour montrer aussi les bonnes pratiques par rapport à un certain nombre d'usages numériques qui pouvaient poser difficulté dans les organisations. Et alors, c'est étonnant parce que lorsqu'on a initié ces ateliers, finalement, on avait des gens qui n'étaient pas très motivés, hein, il faut le dire. Ils n'avaient pas forcément envie d'être là, ils avaient forcément autre chose à faire. Enfin, c'était pas la respiration dans la journée de travail. Hein, donc, quand est-ce que ça se termine? J'ai des mails à envoyer. Est-ce qu'on fait une pause au milieu? Enfin voilà, c'était pas des manifestations très très positives. Bon, on a commencé l'atelier quand même, puis à un moment donné, voilà, j'ai introduit 3 étudiants pour pouvoir échanger avec voilà, les différents groupes qui étaient constitués dans l'atelier. Et alors là, moi, ça m'a vraiment frappé à ce moment-là de constater que
tous les gens ont changé de posture, en fait. Tous les gens ont changé de posture. C'est-à-dire qu'au travers de cette modalité, c'est rien qu'une modalité d'animation et de formation, déjà, on a complètement cassé ce côté un petit peu asymétrique quoi, dans la transmission du savoir ou des connaissances. Hein. Un prof, un sachant, puis des étudiants, c'est vieux comme le monde, mais ça crée un déséquilibre. On a complètement horizontalisé cette formation. Et puis donc ça, c'était déjà casser une sorte de frein au fait de pouvoir poser des questions, au fait de pouvoir être dans un contexte informel aussi, ce qui facilite pas mal le partage des connaissances. Et puis surtout, en fait, sur le plan purement affectif, en fait, les gens, ils avaient l'impression de travailler avec leurs enfants, en fait, tout simplement. Et ça crée de l'empathie, ça crée de la sympathie, ça crée de l'envie de travailler ensemble, ça crée de l'émotion. Et naturellement, dans ce contexte, le partage des connaissances, l'implication dans l'atelier, elle a été largement, elle est devenue positive. C'est-à-dire qu'on est parti d'une situation où les gens n'avaient pas envie d'être là à une situation finalement super constructive où tout le monde s'est mis à contribuer de façon tout à fait active aux objectifs de l'atelier et c'est un atelier qui a complètement répondu à ses attentes. Donc oui, l'intergénérationnel, je vois que ça réagit un petit peu sur le chat, c'est quelque chose qui est de l'observation, en tout cas, qu'on a pu mener, là, au travers des ateliers qu'on a pu mener, a été quelque chose de très, très positif, à la fois sur l'animation et à la fois sur les résultats, très clairement, puisque chacun en est reparti avec des éléments à reproduire, en tout cas une forme d'apprentissage. Voilà. Qui peut être... Qui peut être un élément de discussion aussi. Je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus. Non, mais moi, je voulais juste revenir sur les questions. Il y a des questions autour du profil des animateurs et des perspectives d'emploi dans le secteur. De notre côté, nous, on a fait une enquête l'année dernière à l'échelle de la région Bretagne, en fait, auprès d'un peu moins de 200 professionnels de la médiation numérique. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, les professionnels de la médiation numérique, le terme utilisé dans leur quotidien peut être très large. Ça peut être un animateur numérique, un médiateur numérique, un conseiller numérique. Le fait est qu'aujourd'hui, le questionnaire qu'on a fait parvenir a laissé ressortir qu'on avait une moyenne d'âge qui était un peu supérieure à 30 ans, du coup, sur les animateurs numériques en région Bretagne, pardon. Je vais essayer de retrouver les chiffres exacts, parce que je les avais sous le coude tout à l'heure. On a des niveaux de diplômes et de formation qui sont assez étonnants, puisque la moyenne, on avait 60% des répondants qui sont des bac plus 2 ou bac plus 3, 19% qui sont des bac plus 5 et 16% qui ont le niveau bac. Donc en fait, on a vraiment une diversité de profils. La petite particularité en fait de ce milieu-là, et je vais le dire très clairement, et Pierrot, je pense que tu confirmeras ce que je te dis, ce que je dis, c'est que c'est un domaine, la médiation numérique, qui a été porté dans les années 2000 avec ce qu'on appelait à l'époque le dispositif des emplois jeunes, des cybercommunes. Et il y a eu une grosse erreur qui a été faite par les pouvoirs publics de croire que à partir du moment où, dans les années 2010, une majorité de la population détenait certaines compétences autour du numérique, qu'on n'aurait plus besoin de médiateurs numériques et qu'on n'aurait plus besoin de médiation. Et donc à ce moment-là, il y a eu une espèce d'abandon un peu des pouvoirs publics et notamment de l'État de penser, de croire qu'il n'y aurait plus besoin dans une maison de quartier, dans une médiathèque, dans un centre social, dans une mairie, d'avoir quelqu'un qui va accompagner sur ces sujets-là. Et donc, ce qui fait qu'on a perdu, en fait, il y avait moins de financement, donc les structures
comme celle de la maison de quartier de La Touche sur laquelle travaille Pierrot, on va dire, stratégiquement et politiquement, un soutien de la ville de Rennes qui leur permet d'avoir maintenu le poste et ce qui en a suivi. Il y a beaucoup d'endroits où la cybercommune a disparu, ce qu'on appelait l'espace public numérique a disparu. Donc on a eu une espèce de disparition d'une partie des professionnels dans les années entre les années 2010 et 2020. Et depuis maintenant, on va dire 3 ans, 4 ans, le dispositif conseil numérique, maintenant, il a 3 ans, l'État s'est enfin rendu compte qu'effectivement, on ne pourrait pas faire sans accompagnement humain. Et du coup, a relancé un dispositif qui est le dispositif conseiller numérique en se disant, on y va. Effectivement, alors je crois qu'il y a eu une histoire aussi quand même du Parlement, enfin de l'Europe, qui était pas très loin de retoquer l'État français sur la dématérialisation totale des services publics, qui faisait des ruptures d'accès aux droits et qui correspondaient pas très bien, enfin voilà, qui étaient pas très bien vues au niveau européen. Et donc voilà, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et pour répondre à cette question-là, est-ce que c'est un métier d'avenir? Si vous me posez la question à moi, je vous dirais oui, sinon je serais pas là aujourd'hui en fait. Clairement, je serais pas en train de faire du lobbying sur ces métiers-là. Avec tout ce qui arrive aujourd'hui en termes d'enjeux sur l'intelligence artificielle, l'usage des écrans, l'usage des écrans au sein des cercles familiaux, tous les aspects ludiques du numérique, tout ce qui est lié au lien social autour du numérique, tout ce qui est lié aussi à l'insertion professionnelle. Là, on est sur une semaine du numérique qui est organisée par WeCare. On constate de plus en plus qu'il y a des jeunes qui ont une maîtrise totale des réseaux sociaux, de Snapchat ou autres, et qui, une fois qu'ils sont devant un PC, un écran, un clavier et une souris, sont incapables de rédiger un CV, sont incapables de se mettre... et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas cette compétence-là. Donc on est vraiment sur aujourd'hui des nouvelles générations. Alors je crois que je vous enverrai le lien, mais je ne sais pas si vous connaissez les enquêtes Crédoc. Tous les ans, il y a des enquêtes sur les usages du numérique. La dernière enquête Crédoc révèle que 54% des 15-24 ans en France se sentent en difficulté sur plus ou moins une démarche administrative dans leur quotidien, et le font faire par leurs parents. Là où on aurait pu croire que ce serait l'inverse, on va avoir effectivement... Voilà. Donc il y a un gros enjeu aussi d'intergénérationnel, je pense, à faire là-dessus, parce que les enfants ont à apprendre aux parents et les parents ont à apprendre aux enfants. Voilà, pour répondre là-dessus. Et puis, après, je ne sais pas qui voudra prendre la parole, mais je voulais aussi quand même souligner, parce qu'on parle de professionnalisation de métier, que tout ce qui n'est pas fait par les professionnels est fait par des bénévoles. Et qu'on a un public d'aidants, moi j'appelle ça des aidants numériques, qui est incroyablement efficace sur tous les territoires. Et on en a beaucoup à Rennes, il y en a beaucoup en Bretagne en général, et qui sont très difficiles à identifier, parce que parfois on découvre que l'accueil le point Resto du Cœur, bah oui, il y a un ancien ingénieur d'Orange qui touche un peu sa bille, donc il s'est mis à aider aux démarches administratives le mardi après-midi. Donc on découvre qu'il y a ça, on va découvrir qu'il y a telle association qui effectivement tient une permanence 1 ou 2 fois par semaine. Donc on voit bien qu'en fait, quand on essaye d'avoir de manière exhaustive de voir où est-ce qu'il y a de l'accompagnement sur le numérique, c'est impossible en fait d'avoir cette information-là, puisqu'elle est elle est impossible à avoir à un instant T. Et puis le bénévolat, ça va, ça vient. Il y a des gens qui sont bénévoles un temps et qui ne le sont plus après. Donc voilà, donc c'était aussi l'occasion un peu de tirer mon chapeau à tous les bénévoles qui ont pallié et qui continuent de pallier parfois à un manque de moyens flagrant sur certains territoires. Oui, peut-être pour rebondir, Antoine, et compléter ce que tu dis par rapport justement à cette notion étatique. Donc effectivement, ça a été relancé dans le cadre du plan de relance, mais donc 4000 conseillers numériques sur l'ensemble de la France, qui fait quand même pas beaucoup vu les enjeux et vu tout ce qu'il y a à faire. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même des financements partiels.
et dégressif, c'est-à-dire que là, je reprends la casquette Rennes Métropole, hein, mais en gros, concrètement, donc sur les 16 postes de conseiller numérique de Rennes Métropole, vu que les subventionnements ont commencé à 85% sur 2021-2023, et là, donc, ils passent à 70% en 2024, et ils vont être baissés à 50% en 2025-2026, sachant qu'après 2026, on n'a aucun horizon. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Alors, juste pour donner un chiffre encore, donc sur les 3 ans à venir, là, enfin les 3 ans 2024-2026, Rennes Métropole s'engage à hauteur d'1 million d'euros quand même, quoi. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et donc, l'État poursuit sa dématérialisation à tout crin, effectivement. Mais en face, on peut dire que les moyens sont quand même très limités par rapport à ce qui est offert pour la population. Et autre sujet, je pense que par rapport à tous ces aidants numériques, je pense qu'on peut parler aussi de Portrea, puisque c'est aussi un des sujets du hub, Antoine. Donc l'idée de Portrea, qui est donc de recenser les aidants numériques pour pouvoir faire de la réorientation de la population. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, on a quand même des besoins énormes et très divers. Donc forcément, tout le monde ne peut pas être spécialiste de tous les sujets numériques. Donc l'idée de Portrea, c'est de pouvoir réorienter vers une personne qui est en mesure d'apporter le bon accompagnement, la personne idoine, sur un territoire bien précis. Et qui plus est, Portrea, mais tu pourras peut-être en reparler après, Antoine, mieux que moi, est aussi là pour cartographier la fragilité administrative des territoires. Ouais, oui, effectivement, l'idée c'était de pouvoir se dire, je disais tout à l'heure qu'on peut difficilement savoir de manière exhaustive sur un territoire qui fait quoi, où, quand, comment, sur quoi on accompagne. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je pense que Pierrot le dira mieux que moi, mais il faut bien distinguer l'accompagnement aux démarches administratives de la médiation numérique. C'est-à-dire qu'accompagner sur une démarche administrative, c'est avant tout une démarche administrative. Une personne qui découvre qu'elle est bénéficiaire, qu'elle peut bénéficier du RSA et qui se retrouve devant le formulaire pour faire une demande de RSA, ça peut être très bien une personne qui a un mail, qui maîtrise très bien l'envoi et le reçu de mail, mais qui ne comprend pas effectivement comment elle doit remplir sa demande. Donc ça, c'est bien de la médiation administrative, c'est pas de la médiation numérique. L'outil est numérique, mais en soi, l'accompagnement, qui d'ailleurs, très souvent, les médiateurs numériques qui accompagnent sur les démarches administratives, ils font une première étape, et si ça se complique et qu'ils voient que c'est compliqué, vont renvoyer vers l'institution en tant que telle. Donc voilà, et donc effectivement, l'idée de Portrea, on vous enverra les liens également. Voilà. Alors désolé, Portrea actuellement rencontre un bug à cause de la CAF, voilà, on va le dire, hein. Puisque tous les scores qui sont mis en place sur Portrea sont des scores notamment issus du site CAF Data. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur CAF Data, c'est toutes les données de la CAF, sauf qu'ils sont en train de muter de CAF Data vers on ne sait pas où, on n'a pas été prévenu, et donc du coup, on a une partie de nos scores qui sont non visibles sur le site portrea.fr. En tout cas, l'idée, pour aller plus loin dans ce que tu dis, Arnaud, c'est effectivement de pouvoir proposer un dispositif. Alors, bien entendu, la finalité, c'est une cartographie en ligne, mais la finalité et l'étape essentielle, c'est de réunir les gens sur une journée ou une demi-journée qui œuvrent en tant qu'aidants numériques sur le territoire et de les réunir dans une même pièce, dans une même salle, pour qu'ils puissent se dire, bah oui, à l'échelle, par exemple, de Vézin-le-Coquet, je découvre que moi, en tant que bibliothécaire, je découvre qu'effectivement, il y a l'association Trucmuche qui accompagne le mardi après-midi. Il y a ben je savais pas qu'il y avait une maison France Service, mais il y a une maison France Service à tel endroit. Donc l'idée, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance du territoire et des aidants numériques sur le territoire. Voilà, c'est un projet qui est en perpétuelle évolution et construction, hein. D'ailleurs, je pense que la version que tu as dû envoyer, Pierrot, est la nouvelle version et qui va encore évoluer de jour en jour. Voilà ce que je
peux dire là-dessus. Tu veux compléter peut-être, Pierrot, ou je sais pas, ou... Non, sur Portrait, tu en parles bien mieux que moi. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est aussi la rencontre avec les acteurs de terrain. Comme tu le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont invisibles. Et là, c'est l'occasion de se parler, de travailler ensemble, d'identifier qui fait quoi. Et il y a tellement d'approches différentes que c'est vraiment intéressant de voir ce que font les autres, quoi, et de travailler ensemble. Et de travailler ensemble. Juste parce que je vois qu'il y a Amandine qui a posé une question dans le chat sur la formation. Donc ça tombe bien parce qu'effectivement, en fait, en Bretagne, on a la chance d'avoir deux formations. Pierrot, je te laisserai dire un truc sur la licence USETIC. Mais en fait, alors déjà, faut savoir une chose, c'est que dans les métiers de la médiation numérique, il y a aussi beaucoup d'autodidactes. Il y a des gens qui se réorientent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être animateurs jeunesse ou travailleur social ou autre, et qui un jour ou l'autre se disent, bah, tiens, finalement, je postule sur ce poste-là, qui est un poste de médiation. Je maîtrise bien, parce qu'il faut être honnête, c'est avant tout un métier humain, c'est un métier de lien social. Vous pouvez être le meilleur technicien informaticien, maîtriser tous les sujets informatiques. Si vous êtes une bille en pédagogie, en accompagnement, en écoute, en bienveillance, ne faites pas ce métier-là. Ou alors passez par l'étape formation avant ça. Donc l'idée, c'est qu'en Bretagne, effectivement, on a deux formations principales. On en a une qui est à Saint-Malo, du coup, à Émeraude Compétences, qui forme à ce qu'on appelle le CCP1, CCP2, CCP3. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et donc, qui est basé à Saint-Malo, c'est MFR Famille Rurale. Et il y a également la licence USETIC. Et là, Pierrot, je te laisse en dire un mot. Oui, c'est la formation dont je parlais tout à l'heure, donc j'ai mis le lien là sur le chat, la licence professionnelle USETIC. C'est une formation professionnelle à l'université. Alors ça peut surprendre parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler de formation professionnelle à l'université. Mais il faut bien entendre que c'est une formation en alternance avec une semaine, en moyenne, une semaine de cours par mois et 3 semaines en structure professionnelle. Cette formation, elle regroupe des enseignements professionnels et des enseignements théoriques à l'université, dans lesquels on va permettre de comprendre comment sont construits les usages, d'identifier les situations et en tout cas les notions d'inégalité sociale et le lien avec les inégalités numériques. Enfin voilà, il y a des enseignements théoriques et des enseignements professionnels. Moi, je m'occupe plutôt de la partie enseignement professionnel, dans laquelle on va retrouver de l'ingénierie pédagogique, comment on construit une séance, une animation collective ou individuelle, une formation ou une animation ludique. Enfin voilà, on va rentrer tout ça là-dedans. On va avoir des cours d'accompagnement, d'écoute, d'accompagnement. Il y a aussi toute une partie d'ingénierie de projet, comment on conçoit un projet, comment on trouve des financements, on noue des partenariats et on gère le planning de son projet, son budget, enfin voilà, toutes ces parties-là. L'alternance dans cette formation, elle nourrit vraiment aussi le parcours des étudiants et le contenu, parce qu'on a des cours d'analyse de pratique où on se base sur ce que vivent les professionnels en formation pour identifier ce qui se joue en termes de situations rencontrées, est-ce que ça nous évoque des notions particulières et comment on les relie à ce que peut produire la recherche en sciences humaines et sociales. Donc voilà, on a vraiment une articulation entre ces deux parties, la partie professionnelle et la partie plus universitaire, en tout cas telle qu'on l'entend habituellement, liée à la recherche en sciences humaines et sociales. Donc c'est une licence professionnelle en 1 an, donc les recrutements se font à Bac+2, mais on peut aussi faire valoir un parcours professionnel ou bénévole qui permet de rentrer directement en licence professionnelle sans avoir validé un Bac+2. Pour la prochaine rentrée en septembre, les candidatures se clôturent aujourd'hui. Alors, il est encore possible de s'inscrire pour être candidat et il vous reste 2 ou 3 jours, je ne sais plus, pour rassembler tous les éléments demandés par l'université. Il y aura une deuxième campagne de recrutement qui se fera fin août. Alors, voilà, vous pouvez aller visiter le site. D'ailleurs, ça va répondre à d'autres questions sur les contextes dans lesquels on peut faire ces métiers, parce qu'on a écrit une page sur les différentes missions possibles, les différentes structures qui
qui font de la médiation numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire le tour du site internet. Et à venir nous rencontrer demain au Safari des métiers, si ça vous intéresse. On sera avec ma collègue Marion Dieudonné, on aura un stand toute la journée. Est-ce que parmi le public, il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir directement, parce qu'on n'est pas si nombreux, on peut s'écouter, échanger. Vous avez vu, hein, les modalités de ce webinaire, c'était vraiment un temps d'échange. Donc, je voyais, par exemple, alors je ne sais pas le nom, c'est L35. Est-ce que vous souhaiteriez intervenir, hein, pour faire part de votre expérience, hein? Vous disiez que vous étiez 10 personnes de tous les âges par an. Non, vous ne souhaitez pas intervenir? Non, on ne vous entend pas parce que votre micro est toujours coupé. Ouais, Est-ce que c'est mieux là? Oui, Voilà, mieux? c'est bon. C'est parfait. Ça va, il n'y a pas de l'arsène, on est bon? On C'est est bon. bon. On est au top. Super. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à apporter, mais bon, si vous voulez. Effectivement, moi, je suis une pédagogue de formation et j'ai 55 ans. Et donc, le numérique, je rejoins tout à fait ce qui a été écrit tout à l'heure dans le chat, c'est qu'effectivement, moi, j'ai appris sur le tas, quoi. Et en plus, j'étais à l'étranger, donc avec un autre clavier, le clavier QWERTY, et je suis revenue en France. Je disais, ah tiens, ça existe autrement, le clavier. C'était vraiment le tas, quoi. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y a l'aspect confiance. Hein, moi, j'adore, donc du coup, j'ai continué d'apprendre sur le tas et de me former, tout ça. Et effectivement, et du coup, de par mon aisance et de par la proximité que j'instaure avec dans ma sphère professionnelle et sociale et associative et entrepreneuriale, ça fait que du coup, j'ai accès à pas mal de réseaux et que la proximité crée un climat de confiance au sein duquel et grâce auquel les gens qui sont en besoin viennent se confier et alors que ils n'iraient pas, jamais ils ne franchiraient le pas d'aller vers des professionnels comme vous l'êtes, quoi. Et en ce sens, effectivement, je pense que l'aidant de quartier, moi j'aime bien appeler ça comme ça, l'aidant de quartier, le voisin, la voisine, c'est super important, mais ça a ses limites aussi. Je pense à la confidentialité. C'est super délicat quand vous avez une grand-mère qui, la première fois que ça m'est arrivé, moi, je me suis posé des questions existentielles. Hein, où est-ce que je me situe, comment voilà, par rapport à ses impôts, la grand-mère qui voulait, voilà, ou qui voulait consulter son relevé de banque. Enfin, c'est voilà, là il faut avoir des pros et donc je suis là pour vous encourager surtout en fait pour dire il faut absolument que l'État effectivement voit non pas à court terme mais à long terme et que les collectivités engagent aussi des moyens parce que le voisin, la voisine ne peut pas tout. Hein, c'est pas sur du moyen, sur du très court terme ça va, mais très vite, même pour un simple dossier de RSA, par exemple, tout de suite, on touche à l'intimité. Ça va très, très loin. Hein. Donc, voilà le témoignage que je peux vous apporter. Je coupe. Non, mais moi, je me permets de rebondir parce que Ah, Antoine, on a perdu Antoine. Karine, on ne t'entend pas. Ton micro.
Tu disais que Antoine pourtant rebondissait, mais on ne l'entend plus en effet. C'est dommage. Je vais rebondir à la place d'Antoine alors, parce Voilà, que rebondis, Pierre. ça me parle beaucoup votre témoignage et j'ai entendu plusieurs choses. Tout d'abord, dans notre métier, on se demande toujours comment on va réussir à accrocher les personnes qui ne viennent pas nous voir. Et effectivement, quand on est en difficulté, quand on a intériorisé une sorte d'incompétence à utiliser les technologies numériques, alors à tort, hein, bien sûr, parce que personne n'est incompétent et enfin, en tout cas, on est toujours en capacité de développer des compétences qui nous sont propres. Mais quand on a intériorisé ça, c'est hyper dur d'aller dans un endroit, pousser la porte d'une structure pour dire je vois tout le monde autour de moi qui a l'air d'utiliser des smartphones avec aisance et moi, je suis nul. Et moi, j'entends souvent ça, des gens qui viennent, qui osent enfin venir et qui disent, et qui se sentent nuls. Et notre travail, c'est de travailler déjà sur cette relation, sur cette confiance, et de déconstruire ces idées qui feraient que il y en a qui sont bons, il y en a qui sont nuls. Donc voilà, on travaille, en tout cas mon travail d'animateur dans une maison de quartier, et c'est ça, c'est de travailler autour de différents groupes et d'intégrer les gens dans des groupes et de faire des échanges de pratiques, des échanges de savoir, sachant que voilà, on se met pas en position de sachant quand on fait ce métier-là, sinon ça fonctionne pas. Et le deuxième témoignage, ah oui, c'était sur la confidentialité. J'étais aussi, moi, les premières fois très mal à l'aise quand les personnes me donnaient leur mot de passe, me donnaient accès à leur vie intime. Mais parce qu'en fait, la relation de confiance étant là et fonctionnant, ben, il y a des gens qui, du coup, ne voient pas le problème à confier des choses sans des informations sensibles. Et donc, ça fait évidemment partie du package professionnel d'assurer une sorte de confidentialité, mais même si on voit passer beaucoup de choses, on les dévoile évidemment pas. Mais c'est aussi, mais ça se fait pas tout de suite, hein, mais un travail à effectuer pour faire comprendre aux gens qu'un mot de passe, ça reste personnel et secret, pour que les personnes soient capables d'identifier ce que c'est qu'une donnée sensible. Voilà, il y a plusieurs types de données personnelles. Est-ce que c'est qu'une donnée non personnelle aussi? Enfin voilà, donc il faut travailler sur ces idées-là et, comme je disais au début, renforcer la culture numérique pour être conscient de ce qu'on fait quand on utilise des technologies. Aurélien, par rapport aux entreprises que tu peux accompagner, est-ce que justement tu as eu l'expérience d'avoir des salariés qui disaient bah oui, nous on est nuls, on comprend rien, ou de toute façon, moi et l'informatique, ça fait deux, ou comment vous réagissez face à ça alors en fait? Oui, concrètement, oui. Dans les entreprises comme dans la vie quotidienne, en fait. Et en fait, ça traduit un peu ce que je soulevais tout à l'heure, c'est peur. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'être nul, de savoir faire ou de ne pas savoir faire. C'est la peur d'essayer. Versus bon, y aller et puis on va voir ce que ça donne. Et en fait, comme on est quand même dans quelque chose de très appliqué, très pratique, le droit à l'essai, le droit à l'erreur, il est essentiel pour expérimenter, pour apprendre, pour surmonter ses erreurs. Et puis évidemment, c'est beaucoup comme ça par la pratique qu'on apprend à utiliser l'outil informatique. Le message théorique, ça marche pas. Enfin, c'est assez réduit comme canal, en tout cas, d'apprentissage. Donc, ce qu'on met en place vis-à-vis de ça, au travers d'ateliers, bon, il y a de l'écoute, il y a toute une notion de pédagogie, il y a une notion effectivement d'empathie, de laisser parler les gens, de laisser sortir cette peur, et puis ensuite, voilà, de faire avec, de simplifier, de prendre par la main, d'autonomiser finalement, puisque on est à toutes les échelles, que ce soit pour les personnes, que ce soit pour les organisations, et même à l'échelle, ça pose à l'échelle globale des enjeux. On est sur la capacité à proposer aux gens de devenir autonomes. Et une des premières étapes, c'est de surmonter les peurs.
Quand on voit que quand on fait des erreurs, finalement, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas si grave que ça. On les rattrape et avant de vraiment tout casser, il faut vraiment faire des gros efforts pour tout casser. Voilà, on arrive en faisant avec les gens à les intéresser finalement à la chose et puis à leur faire comprendre que finalement, on arrive à avoir des résultats et dès lors qu'il y a des résultats, il y a un engouement qui se crée. Et c'est aussi le cercle vertueux qu'on essaye de mettre en place. Donc, comment on le fait? On fait avec. On a des étudiants qui accompagnent les professionnels voilà, sur des tâches vraiment élémentaires au début. Puis, sur des tâches plus complexes au fur et à mesure où les pratiques commencent à rentrer. Et de cette façon, finalement, on arrive à avoir des gens qui montent en compétence sur ces différentes pratiques. Alors, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas encore complètement au travers de référentiels normés de compétences. Donc, on a parlé de PICS tout à l'heure, mais naturellement, sur des usages professionnels, sur des usages peut-être parfois plus complexes, ça pourrait être intéressant d'élaborer effectivement des référentiels pour mesurer le niveau de compétence ou les catégories de compétences des différentes personnes. Ce qu'on peut remarquer au sein des entreprises aussi, c'est qu'au-delà des techniciens informatiques qu'il peut y avoir, on a aussi les aidants au sein des équipes. C'est-à-dire que des personnes qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins de facilité et puis qui sont peut-être des fois aussi plus pédagogues finalement que les techniciens. C'est vrai que des fois, quand on se retrouve face à un technicien et parce qu'on a fait une erreur et tout ça, et puis on a fait une erreur et puis on refait l'erreur et puis on refait l'erreur et puis le technicien, il y a un moment donné, il peut aussi c'est avant tout un sujet de pédagogie, selon moi en tout cas, hein, c'est avant tout un sujet de pédagogie, d'empathie que de technique, puisqu'on n'est pas sur des usages qui nécessitent toujours, on parle d'usages parfois élémentaires, on parle d'usages du quotidien, donc pour lesquels il y a des outils et simplement il s'agit de savoir les utiliser. Donc on n'est pas sur un niveau de technicité qui est toujours important. Néanmoins, être patient, constater les difficultés, les comprendre, y apporter des réponses, y revenir, etc. Ça, c'est selon moi les vraies qualités qu'on demande aux personnes qui accompagnent. Voilà, vivre l'empathie, bah oui, ça aide beaucoup en tout cas dans ce type d'action. Vincent Philippe, vous souhaitez peut-être intervenir oralement? Je vois que vous faites pas mal de commentaires qui sont très intéressants aussi. Non, mais c'est vrai que je l'avais suivi le débat de ce matin, et là, il y a plein de choses intéressantes. Mais du coup, oui, d'abord, c'est agréable de se sentir un peu moins seul sur certaines questions, enfin de voir qu'elle est partagée par d'autres. Bon, d'un autre côté, il faut être honnête, j'étais venu aussi parce que je cherche de nouveau un boulot et que dans le bénévolat, j'ai déjà donné beaucoup. J'aimerais bien voir s'il y a un avenir dans cette médiation. Et je suis convaincu de l'enjeu. Parce que par ailleurs, je suis républicain dans le sens, je pense que c'est un enjeu démocratique important et qu'on peut facilement se retrouver, parce que j'ai aussi autrefois des jeunes qui avaient des problèmes avec l'alphabétisation, on peut vite se retrouver vraiment en jeu. On a tous une mère ou une grand-mère qui des fois qui aurait des super outils pour l'aider et se retrouve isolée alors que les outils existent et pourrait vraiment être cool pour elle. On a tous je suis frappé, j'ai fait prof de techno l'année dernière, mais les gens, j'ai 56 ans, ou 58, bref. Et les gens de ma génération, on est arrivé, il n'y avait pas d'internet et on a grandi avec. Et du coup, en fait, on s'y mettait au fur et à mesure. Enfin, pour certains, au moins pour certains. Et je suis frappé de voir que dans les jeunes, il y en a qui sont vraiment pas super, quoi. Pas au point du tout, quoi. L'année dernière, j'étais prof de techno, j'étais halluciné par le niveau des gamins, quoi.
Les mêmes qui m'en mettent plein la tronche sur leur capacité à utiliser les réseaux sociaux, où je suis une burne intergalactique, mais qui, dans un usage pro, ou même le plaisir de faire de la programmation ou des trucs, etc., enfin de base, ils sont complètement à l'ouest, quoi. Et tout à l'heure, si j'ai parlé de ma formation, c'est pas pour des trucs que j'avais fait avant, c'était pas pour en parler, c'est simplement que j'ai bossé aussi dans un centre social et à Sciences Po. À Sciences Po, normalement, c'est des gars, ils sont doués, c'est des bêtes, des monstres, et tout ce qu'on veut. Leur expliquer les problématiques des codes, que j'entendais tout à l'heure, ne pas donner son code, etc. Enfin, ils ont une culture informatique, mais des fois, mais nullissime, quoi. Et alors que ça va être les futurs soi-disant élites, et ils touchent à rien, quoi. Et c'est aussi pour ça que je parlais aussi de la problématique spécifique, un peu, j'ai l'impression, sur le fond, dans cette partie sensibilisation à l'informatique, maîtrise des outils, aide aux personnes, c'est que beaucoup de gens se sont auto-formés. Et avec l'auto-formation, contrairement à un savoir universitaire, j'ai fait pas mal d'études avant universitaire, quand on fait de l'université en mode classique, on maîtrise tout de A à Z. Quand on arrive en maîtrise, on a fait toute la bio, tout le machin, etc., et on a une vision globale. Et là, en informatique, je m'aperçois qu'il y a des gens qui peuvent être super bons sur un point et complètement nuls sur un autre, mais à un point où les divergences pour un même individu sont monstrueuses. Accessoirement, c'est aussi mon cas des fois pour certains sujets. Mais ça me pose des questions sur le métier lui-même et sur. Et puis sur. Je vois pas. Je trouve qu'il y a un vrai problème, quoi, de cohérence dans les compétences des individus. C'est un peu la langue. Voilà. Je vous parle, j'utilise une langue, je suis pas analphabète, je maîtrise une langue. Voilà. Et j'en maîtrise les différentes dimensions. Et ben, en informatique, c'est pas ça. Et c'est comme si quelqu'un, il pouvait à un moment donné être parfaitement doué, être un grand littéraire, et à côté de ça, être un analphabète. C'est ce côté formation avec des énormes trous. Sans vouloir faire des gens des spécialistes, mais même dans l'usage quotidien, que ce soit un étudiant de Sciences Po ou un lycéen, il y a des trous énormes, quoi. Et c'est complètement imprévisible. Enfin, Je rejoins ça, effectivement, et ça souligne aussi l'importance de la culture que tu as rappelé, Pierrot, tout à l'heure. Finalement, l'informatique, c'est tellement développé et touche tellement d'usages différents que, parce qu'on peut parler d'informatique, enfin, les réseaux sociaux, c'est avant tout un usage de communication, comme la démarche administrative tout à l'heure, c'est avant tout une démarche administrative, et il se trouve que c'est des usages qui sont numérisés, mais ils sont tous assez différents dans les compétences qu'ils vont solliciter, ou voilà. Et alors que la culture globale qu'on peut effectivement développer en apprenant sur le tas, ou en ayant une culture d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire trouver les moyens qui permettent de rentrer dans un usage en étant autonome et de s'adapter à la fois à différents usages, peut-être même pas tous, mais voilà, être capable de se débrouiller et aussi d'évoluer dans le temps, puisque cette notion temporelle, elle est quand même assez incroyable, hein. Moi, je vois des gens qui sont habitués aux outils de collaboration, aux outils digitaux depuis longtemps, et la notion arrive depuis quelques années, et le passage à ce nouvel outil, à ce nouveau paradigme-là, a été pour certains une fracture cérébrale non négligeable. Et voilà, donc c'est-à-dire que c'est jamais acquis, et dans le temps, ça évolue. Néanmoins, je suis assez d'accord avec le fait que c'est par cette culture qui se développe avec le temps, avec la pratique, avec les erreurs, avec les usages, qu'on arrive à être un peu tout-terrain, un peu couteau suisse, à s'adapter à différents cas et à en approfondir ceux qui le nécessitent. Et cette culture, elle n'est pas forcément développée partout, en fait. D'où l'intérêt, effectivement, des formations, et des formations au plus tôt. J'entendais tout à l'heure que on apprend l'informatique maintenant comme on apprend à lire, ou comme on apprend les mathématiques. Ça va être le cas certainement aussi pour les usages qui seront apportés par l'intelligence, et qui sont déjà apportés par l'intelligence artificielle. Il y a une éducation
aussi à ces technologies, à ces usages. Et le plus tôt elle sera introduite, le plus les gens seront autonomes et en feront des usages positifs aussi. Selon moi, ça n'est qu'une vision. J'ai entendu aussi ce discours sur les compétences des jeunes qui rejoint un discours ambiant aussi qui rejoint le mythe des digital natives, comme quoi les enfants qui sont nés à l'ère numérique sont évidemment à l'aise avec les technologies. Non, c'est pas le cas et toutes les études sociologiques le montrent. Et c'est vrai que les enfants peuvent être à l'aise avec ce qu'ils ont connu. Et si je suis très schématique, ça va être les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Mais dès qu'il va falloir envoyer un mail, finalement, si personne ne leur a appris comment faire, ils ne vont pas savoir faire. Et s'il faut prendre un peu de recul et imaginer comment sont conçus les services qu'on utilise, comment fonctionnent les algorithmes, comment on peut créer soi-même avec les technologies numériques, il y en a beaucoup qui vont être dépassés. Alors, il y a un rapport gouvernemental qui est sorti la semaine dernière et qui est très critiqué, notamment par des sociologues qui travaillent sur le sujet de l'éducation numérique avec les enfants. Parce que là, ce qui a l'air d'être mis en avant, c'est le besoin de protéger nos enfants contre les dérives d'Internet, ce qui est certainement vrai, il y a un besoin, mais il y a aussi un besoin de leur montrer comment ces technologies peuvent être facteurs d'émancipation. Et là, il n'y a pas beaucoup de propositions qui vont dans ce sens-là. Donc oui, pour déployer la culture numérique à l'école dès le plus jeune âge, mais on n'est pas tous d'accord sur, sur ce qui doit être proposé à l'école pour les enfants. C'est certain. Après, en tant que sur la profession de la médiation numérique, on ne peut pas être expert dans toutes les technologies. Et moi, de mon profil, je vois bien que j'ai développé une sorte d'appétence pour le développement d'applications, parce que j'ai fait ça pendant plusieurs années, le développement d'applications web, mais ce n'est pas quelque chose qui me sert dans mon métier. Et ce qui me sert, par contre, c'est d'être un petit peu curieux de tout, curieux de la société qui m'entoure, de comment vivent les gens. Et très souvent, j'accompagne des personnes sur des pratiques numériques que moi-même, je ne maîtrise pas. Mais je le dis, c'est OK. En fait, on est d'accord pour aller chercher ensemble. Et c'est mon aisance à aller chercher de l'information alliée à une pédagogie qui permet à la personne de trouver son propre chemin pour trouver les informations, qui va faire que les personnes peuvent développer des pratiques voilà, que moi, je ne serais pas allé chercher forcément moi-même. Donc, c'est plus sur les profils des professionnels, c'est plus ouais, je pense, curiosité qui est nécessaire et bien sûr des capacités d'écoute et de pédagogie. Moi, je vous partage une page web que j'aime bien, qui est un article qui interroge ce que c'est que la médiation numérique, qui est publié par IPRA, qui est une agence privée qui a été créée pour les aides techniques aux personnes porteuses de handicap. Et qui fait de la médiation numérique très générale maintenant aussi. Et je vais vous spoiler la fin, mais en tout cas, ils définissent la médiation numérique comme un nouveau métier interculturel à la frontière de l'éducatif, du sociologique, de l'animation et du travail social. J'aime bien leur manière de dire qu'un profil technique d'informaticien, j'ai absolument rien contre les informaticiens, au contraire, mais n'est pas toujours adapté aux compétences sociales nécessaires pour faire ce métier. Et voilà, je trouve qu'il y a matière à réflexion dans cet article-là. Il y avait une question sur les emplois en médiation numérique. Sont-ils toujours précaires? Salaire, heures, hebdo, etc. Enfin, temps partiel. Et quelles sont les perspectives d'évolution si le gouvernement ne souhaite plus investir sur ce poste? Non, pour répondre, non, on ne peut pas faire de généralité sur le fait que ce soit des métiers qui soient tous précaires. Il y a une certaine forme de précarité, on est bien d'accord. Je vous mentirais si je vous disais le contraire, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'employeur qui est structurant de la manière dont va se structurer le poste. C'est-à-dire que quand vous avez un directeur ou une directrice de centre social ou d'une médiathèque
qui sait et qui a compris, je vais même rajouter, judicieusement compris que d'avoir un médiateur ou un animateur numérique au sein de son équipe, c'est une plus-value monstrueuse, il a tout compris. Donc, il fait en sorte d'avoir quelqu'un qui est capable de rester, donc qui va pas être, on va dire les choses, qui va pas être payé au SMIC, qui va être payé comme un animateur jeunesse de sa structure, et qui va avoir un niveau relativement assez décent pour en plus ne pas arriver, alors désolé parce que je vais reprendre des mots de Jacques-François Marchandise qui disait, ou de Pascal Plantard qui disait à un moment, on est en train de créer des dispositifs de précaires pour les précaires. Donc on emploie des précaires pour accompagner d'autres précaires qui sont éloignés des précaires du numérique par des précaires employés. Donc aujourd'hui, un employeur qui a compris que c'était une plus-value d'avoir dans son équipe un médiateur numérique qui soit capable de rester ou autre, ça nécessite effectivement d'employer et d'avoir des niveaux de salaire supérieurs au SMIC. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, à l'époque où le dispositif est arrivé et que je travaillais à 100% pour la Fédération des centres sociaux de Bretagne, j'ai vu arriver le dispositif. Et je me rappelle très bien à l'époque avoir proposé une visio avec l'ensemble des directeurs et des directrices des centres sociaux en Bretagne qui étaient intéressés par le dispositif. Et la première chose que j'ai dit, c'est embaucher en CDI. Je vous conseille d'embaucher en CDI, même si ce n'est pas un dispositif qui ne sera peut-être pas pérenne, et de ne pas embaucher au SMIC et d'embaucher sur des niveaux un peu supérieurs au-dessus du SMIC. Aujourd'hui, je vois bien qu'il y a un certain nombre de directeurs et directrices qui ont fait ce choix-là, d'autres qui ne l'ont pas fait. Alors je ne vais pas les citer, mais ceux qui l'ont fait se retrouvent avec des personnes, ont recruté des personnes qui sont en capacité, qui ont un peu de bagage professionnel, qui sont capables d'aller développer des partenariats, et notamment avec les missions locales. Je prends cet exemple-là parce que je sais qu'il y a un territoire où il y a le médiateur numérique, il a été frappé à la porte de tous les partenaires du territoire, il s'est constitué un panel de partenaires, il en a eu la capacité. Sur d'autres centres, il y a des centres qui ont décidé d'embaucher au SMIC, ils ont eu des gens qui ont postulé, qui n'étaient pas forcément au même niveau, qui étaient en reconversion, qui n'avaient pas vraiment de diplôme et qui n'avaient pas le bagage socioculturel pour aller vers du partenariat ou autre. Donc tout dépend, encore une fois, de... Voilà, là, désolé, je reprends ton exemple Pierrot, mais on voit Pierrot, il est médiateur numérique depuis combien? 10 ans, 12 ans, 13 ans? 18 ans. 18 ans, voilà. Il est dans une maison de quartier. Il s'y sent très bien, sinon je ne viendrai pas le voir jeudi comme on se revoit jeudi, visiter la maison de quartier, et il a rebondi sur autre chose et il travaille pour la licence. Donc une partie des postes sont précaires, ça je vous mentirais si je vous disais je vous dirais des bêtises si je vous disais le contraire. Par contre, on peut effectivement trouver des structures parfois où effectivement il y a des postes qui sortent un peu du lot. Après, il y a aussi un gros enjeu, et Arnaud, tu pourras peut-être rebondir là-dessus, mais aujourd'hui, il y a un gros enjeu de faire rentrer dans des cases de la fonction publique ces métiers-là, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des médiateurs numériques qui parfois ont des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, et qui se retrouvent dans la fonction publique catégorie C, et à qui on demande, parce que c'est souvent des moutons à 5 pattes, hein, dans la médiation numérique, on veut quelqu'un qui est techniquement bon, qui est socialement, qui sait faire, qui sait être pédagogue, qui sait aller chercher des sous pour répondre à des appels à projets, et qui sait en même temps, derrière, faire du partenariat. Donc, ça fait 5 grosses compétences, ça fait beaucoup. Si derrière, en plus, vous dites à la personne, moi, je vous paye au SMIC, c'est effectivement une perle rare, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Arnaud, sur le... Oui, je confirme tout à fait ce que tu dis, puisque et ça a été un choix de Rennes Métropole d'ailleurs. Alors, ça, je le dis d'autant plus facilement que je n'étais pas là quand le choix a été fait, mais de recruter les 16 conseillers numériques sous un statut de catégorie B, dont tu parlais, et pas de catégorie C, ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses autres collectivités. Tout à fait. Et ce qui fait que derrière, les gens sont aussi parfois en concurrence et donc ne gardent pas les postes, donc ils trouvent mieux ailleurs, ce qui peut s'entendre, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pareil, il y a eu un effort de fait au niveau salarial pour garder ces gens-là. Et là, parce qu'il y a aussi une demande derrière, je voyais dans la question, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer derrière? L'évolution, si le gouvernement, si l'État n'investit plus,
Moi, je suis bien convaincu, alors, mais ça n'engage que moi, hein, que Rennes Métropole ne va pas laisser comme ça tomber ce dispositif. Ça fera 5 ans qu'il aura été lancé. On voit les besoins hein, qui sont énormes et qui sont grandissants. On en parlait tout à l'heure. Donc pour moi, c'est des postes qui seront pérennisés. En tout cas, je fais tout pour au sein hein, de Rennes Métropole parce que évidemment, on ne peut pas se passer des conseillers numériques en l'occurrence, mais des médiateurs numériques aussi dans les structures associatives. Mais là, on est aussi sur d'autres formes de financement et de subventionnement, mais le problème, il reste quand même entier et le problème financier, il est quand même aussi majeur à ce niveau-là, évidemment. Ouais, je rebondis là-dessus 2 secondes parce que c'est intéressant. Je le dis là parce que je le dis de plus en plus. Il y avait normalement dans la feuille de route nationale en fait de France, il y avait un engagement France Numérique Ensemble des différents ministères. L'engagement numéro 2, c'était de travailler à un modèle économique de la médiation numérique. Et bon, bah, c'est pour le moment le seul acteur à avoir un peu avancé là-dessus, c'est France Travail. Alors, j'allais dire France Travail, Pôle Emploi, qui mettait déjà des moyens financiers et a priori qui en remettra. Par contre, on se retrouve vraiment dans une logique aujourd'hui où, et moi je le dis, on milite là-dessus depuis pas mal de temps, la logique de pollueur-payeur. C'est-à-dire, je dématérialise, je numérise mes services, mais je n'accompagne pas la numérisation de ce service-là. Et ben, en face, c'est d'autant plus de personnes qui se retrouvent à aller frapper à la porte de leur centre social, à aller frapper à la porte de la mission locale, à aller frapper à la porte de la médiathèque pour se faire accompagner parce que du jour au lendemain, on a dématérialisé. Je vous prends un exemple très concret. Alors, désolé, je vais montrer du doigt une structure, mais Harmonie Mutuelle. Moi, du jour au lendemain, je suis chez Harmonie Mutuelle. J'ai reçu un courrier ou un mail, je ne sais plus d'ailleurs, me disant maintenant, il n'y aura plus de carte dématérialisée. Votre carte mutualiste, elle sera en ligne. Vous la recevrez par email ou vous devez télécharger l'application Harmonie Mutuelle. Ce qui fait une économie énorme pour Harmonie, qui n'a plus besoin d'envoyer par courrier et d'avoir des gens qui plient le courrier pour renvoyer le courrier ou de payer un prestataire. Très bien, c'est super. Mais combien de personnes on met de côté en proposant ce service-là des gens qui n'ont peut-être pas d'adresse mail pour pouvoir aller chercher leur... Voilà. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, si on met bout à bout le nombre de services mutuels, banques, assurances, les services publics dématérialisants, et on dit, bah, en fait, pour chaque service dématérialisé, c'est 1 euro de taxe, et vous contribuez à financer les postes de la médiation numérique. Là, derrière, le modèle économique, on l'a très vite, hein, parce que quand on regarde le nombre et j'ai pas parlé de la SNCF, hein, j'ai pas parlé de Blablacar, j'ai pas parlé de tous ces services-là, qui pourraient aussi rentrer dans cette logique. Parce que malheureusement aujourd'hui, c'est très compliqué de rendre visible tous les accompagnements qui peuvent être faits par un médiateur numérique. Alors, Pierrot pourrait peut-être nous en parler, Arnaud aussi si vous avez les statistiques, mais à la fin de l'année, si on demande à un médiateur combien de fois il a accompagné sur le site SNCF Connect, par exemple, quand il y a eu le passage à la nouvelle application, moi je sais qu'il y a un paquet de médiateurs numériques qui m'ont dit j'ai eu la visite la semaine d'après de X personnes et je leur ai appris à utiliser l'application SNCF. Voilà. Est-ce qu'il y a une rétribution de la SNCF pour ça? Non. Donc, à un moment, comment on peut en arriver à ce que l'accompagnement soit rémunéré à hauteur de ce qui a été fait, quoi. Parce que finalement, il y a des choix économiques d'entreprise qui ont des répercussions sur la société, quoi. Tout à fait, ce qui était à la base des choix plutôt de services publics, donc de vraiment la dématérialisation d'abord des impôts, puis d'Amélie, de la Sécu ou autre, ça c'était des choix institutionnels et politiques. Donc ça a été très vite, dématérialisation 2022, voilà, on est revenu en arrière pendant le Covid parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait les gens ne savaient pas tous faire et que même des cadres, alors certaines personnes parlent de phobie administrative hein, en disant moi je sais pas faire. Et donc ça rebondit sur ce que disait tout à l'heure Vincent Philippe qui disait oui, on découvre que des gens à Sciences Po sont pas capables de remplir leur feuille d'imposition. Moi ça m'étonne pas du tout, hein, parce que c'est un autre jargon, c'est un autre langage, il faut prendre le temps de le faire. Donc
on voit qu'il y a eu d'abord effectivement cette série de dématérialisation plutôt des services publics, mais maintenant tout se dématérialise, y compris tous les services du quotidien. Hein. On peut citer la région Bretagne qui aujourd'hui, pour s'inscrire à la cantine dans les lycées, tout est numérisé. Donc en fait, soit vous avez un chef d'établissement qui anticipe la chose et qui va aller chercher un médiateur numérique et dire on va faire 2 demi-journées avant la rentrée pour accompagner les familles. Mais si le chef d'établissement il fait pas ça, vous laissez sur le carreau certaines familles qui vont être en difficulté, qui vont galérer et qui vont finir par aller frapper à la porte de leurs voisins ou voilà. Avec une certaine honte aussi parfois, hein, faut être honnête. Hein, quand on avoue ne pas être capable de faire quelque chose, souvent on le fait pas forcément. C'est un peu honteux parfois de se dire je sais pas faire ça, je sais pas. Et en parallèle de ça, moi j'ajouterais aussi, Antoine, que il y a en tout cas certaines structures commencent à se rendre compte qu'il faut rouvrir des guichets concrètement, aller accompagner les usagers parce que dématérialiser à tout crin, c'est très bien. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui ne seront pas capables d'utiliser ces services, quoi, et même accompagnés. Donc on revient aussi en arrière. Je sais qu'il y a certaines banques qui rouvrent des agences dans certaines communes parce que, pour accompagner les gens, parce qu'on voit bien que on est allé trop loin en fait. Et là, on commence à s'en apercevoir. Mais le problème là-dedans, c'est aussi que l'État est quand même très mal placé pour donner des leçons aux agents privés, parce que c'était le premier à lancer la démarche, mais Tout à fait. à toute vitesse. Donc, on est là-dessus, là. C'est vraiment, et effectivement, hein, derrière, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est des choix politiques. Hein. Concrètement, là, il n'y a pas, il y a pas photo. Donc, on arrive à 5 minutes de la fin de ce webinaire. Est-ce que vous auriez, à tous les 4, une petite conclusion à apporter sur notre fameuse question, pas de transition numérique sans accompagnement humain? Est-ce que vous souhaiteriez, juste en 2-3 mots, une petite conclusion ou des mots clés? Antoine, tu avais commencé ce webinaire alors. Oui, non, moi je vous invite juste à aller sur le site du hub. Alors je vous mets dans le chat du coup le lien. En fait, on vient tout juste de sortir un diagnostic d'une presque une centaine de pages sur ce qu'est l'écosystème de la médiation numérique en Bretagne. Un diagnostic sur lequel on a pas mal de retours positifs. Notamment de la part à la fois des institutions dématérialisantes, mais aussi des gens de terrain. Donc on est bien content. Voilà. Après, vous pouvez prendre le temps d'aller il y a une petite synthèse aussi de 3 pages pour ceux qui auraient la flemme de se taper les 50 pages. Sur notre site, vous avez pas mal de ressources. Moi, je vais aussi mettre mon adresse mail parce que, en fait, j'invite les uns et les autres à ne pas hésiter à me contacter. Je reste disponible et mon travail, c'est vraiment à la fois d'informer sur ces sujets-là, de soutenir des projets s'il y a des projets aussi dans la mesure du possible. Donc, je mets mon contact. Voilà, vous n'hésitez pas à me contacter. Au contraire, je suis ouvert à tout type de demandes et d'accompagnement. Voilà, ma conclusion. Merci beaucoup, Antoine. Pierrot, un mot ou un outil ou Ouais, alors je vous ai parlé d'accompagnement des publics, de diversité des métiers. J'ai évoqué aussi les pratiques éducatives et cette tension entre le besoin d'interdire pour préserver nos enfants des dangers d'Internet et j'ai évoqué rapidement l'idée d'émancipation et de promouvoir des pratiques émancipatrices. On voulait vous en dire 2 mots tout à l'heure, avant que ça démarre. De GAFAM, on ne va pas avoir le temps de le faire, mais je vous partage juste un autre article écrit par Louis Dérac, qui est formateur, mais qui était médiateur numérique avant aussi, qui met en avant ce besoin de partager entre professionnels sur finalement quel est l'enjeu derrière notre métier. Est-ce que vraiment c'est connecter les personnes à tout prix ou est-ce que c'est promouvoir des usages émancipateurs? Donc voilà, une page moi, que j'ai trouvé très intéressante et qui soulève plein de questions et plein d'envies de discussion. Ce sera pour une autre fois. Le titre est sympa, hein, éduquer au numérique, d'accord, mais pas n'importe lequel et pas n'importe comment. En effet, Arnaud.
Pour moi, je vais aller plus simple, sans tomber dans les poncifs, mais je pense que par rapport au titre, hein, pas de transition numérique sans accompagnement. Et l'idée, c'est comme de remettre de l'humain au centre de tout ça, parce que on se voit bien que sans l'humain, ça ne marche pas. Et ça ne pourra jamais marcher. Et Aurélien? Le micro. Le Le micro, micro, Aurélien, ouais. On le refait avec le micro. Ah, j'étais spontané pourtant. Tout pareil qu'Arnaud, on a souvent tendance à opposer humain et numérique, et moi je suis plutôt convaincu que plus de numérique, c'est aussi plus d'humain. Alors le sens de l'histoire, c'est effectivement plus de numérique, mais il faut aussi des gens pour accompagner. Alors accompagner, c'est expliquer, c'est autonomiser, c'est apprendre, c'est éduquer aussi à la chose numérique et aux impacts. Et en fait, je pense que le sens de l'histoire, c'est que ce besoin, il existe. C'est pas acquis, et il va bien falloir des gens pour accompagner, accompagner tout le monde, tous les usages, vers quelque chose, vers l'autonomie, et puis vers quelque chose de vertueux aussi, pour rebondir à l'ouverture de Pierrot là-dessus. L'humain est là aussi pour choisir le numérique qu'on veut. Il y a là aussi plusieurs possibilités, avec des vrais enjeux, pas que sur les individus, mais aussi à l'échelle macro, à l'échelle des pays. Et donc cette sensibilisation passe aussi par cette échelle-là. Donc il faudra des humains pour influer là-dessus, pour choisir. Ok, merci beaucoup. Alors moi, je vais juste conclure en disant qu'il y a encore des ateliers webinaires et ateliers aussi en présentiel sur nos sujets de la transition numérique. On a notamment le jeudi 23 mai, le numérique même pas peur. On parlait de la peur du numérique. Justement, notre journée va être dédiée à ça, et vous aurez l'occasion d'aller à l'université de Rennes 2 et rencontrer Pierrot aussi, et d'autres médiateurs numériques d'ailleurs qui seront présents. Donc je trouve que c'est l'occasion de rencontrer des professionnels. Il y a aussi le matin des ateliers au sein de l'EPNAC. Alors même si vous n'êtes pas des grands débutants du numérique, c'est aussi l'occasion de voir des pédagogies, des façons de faire. Voilà, et sinon, il y a aussi tous les sujets en fait qui tournent autour du numérique éco-responsable. Il y a encore de la place sur certains ateliers, notamment animés par les petits débrouillards, qui est aussi une structure très intéressante en termes de médiation numérique. On a aussi des ateliers sur la sécurité numérique et évidemment sur l'IA. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, il y a encore de la place. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas aussi à remplir le petit formulaire de satisfaction. Ça nous permet un peu, les fois suivantes, d'améliorer nos pratiques. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce temps d'échange. Plutôt qu'un webinaire avec un PowerPoint, etc. Donc, ça change un petit peu du format, surtout par rapport à ce sujet où l'humain doit être le centre. Justement, là, l'humain était vraiment le centre. Et voilà, donc merci, bonne soirée. À demain au Safari des métiers, à mercredi au webinaire ou en présentiel, à jeudi, à vendredi et jusqu'au 31. Merci. À bientôt. Merci. Merci à Merci. tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. À tous et toutes.